Bonjour et bienvenue dans ce 103e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité et au développement des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 6 mars 2024. Je suis Denis Voituron, un peu enrhumé aujourd'hui, vous entendez probablement. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Christophe Pognier et d'Adrien Clairbois. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour. Mieux que toi, apparemment. Mieux que Ah moi, ouais. ouais, c'est ça. Il va falloir me soutenir aujourd'hui parce que j'ai pas les idées très claires pour accueillir notre invité et pour poser les questions par après. Cette voix très sérieuse que tu as. Ouais, c'est Quel l'hiver. professionnalisme. Il vient faire l'intro et après, il va s'endormir Voilà. un petit Et peu. après, je meurs. Alors, nous Que diffusons serait nos un épisodes DevApps en sans- direct, je le dis à chaque fois, sur YouTube, sur Twitch. Si vous avez l'occasion de nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez discuter avec nous via le chat. Il y a déjà des commentaires, je vois, dans le chat. Bien évidemment, les épisodes sont toujours disponibles en replay sur YouTube ou sur les podcasts favoris. On essaye de mettre toujours ça en MPEG-3 aussi. Donc, dans la voiture, ça marche a priori aussi. Ça dépend des épisodes parce que parfois, on a besoin quand même un peu d'image pour essayer de comprendre, mais pourquoi pas. Et pour ce nouvel épisode, nous accueillons notre invité qui est Michel Perfetti. Bonjour Michel, comment vas-tu? Salut, merci, ça va bien. Ça va bien? Pas malade toi? Non? En Non, ça forme? va, pas Ça va? encore. Il J'ai y pas a que prévu moi, d'être alors. malade pour l'instant, j'ai rien dans mon agenda. Ouais, voilà. En plus, pour ceux qui ne savent pas, moi, mon épouse, ma femme est pharmacienne, donc vous voyez, Mm. les cordonniers les plus mal Ah. chaussés, c'est terrible. Ah, tu lui fournis du travail, c'est bien. Ouais, je fournis du travail. Ouais. Mais je m'en passerai bien. Et tu vas venir nous parler aujourd'hui, tu nous as dit, de bonnes pratiques de Terraform. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser aussi pas mal de monde. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu peux juste dire qui tu es, te présenter rapidement? Ouais, Michel, je travaille sur Paris, à Selanza, un cabinet de conseil français. Je suis directeur technique et en ce moment, mes missions, c'est surtout sur de la mise en place d'infrastructures Azure Ouais. et pas mal de Terraform, puisque c'est quand même un outil qui est un peu devenu de facto un standard sur la mise en place d'infrastructures. Et donc, à force d'en faire, il y a quelques petites astuces que je voudrais dire là pour nous simplifier la vie dans l'écriture et puis dans la maintenance de ce genre d'outils. Comme Parce que du coup, n'importe t'es quel tombé morceau sur... de code, il y a des règles à un peu respecter pour que ce soit facile à gérer. Ouais. C'est parce que Et tu es c'est tombé quoi, sur des Terraform? trucs qui n'allaient pas. Oui, et puis des fois des problématiques de relecture, un peu comme quand on écrit du code .NET, hein, on Ouais, s'échappe. voilà. On peut écrire du code très lisible ou pas très lisible, et après, là, maintenant, c'est pas pareil. Donc, quelques règles à suivre pour que ce soit maintenable sur le long terme. Sachant que comme il y a de l'infrastructure derrière, on peut pas dire je jette le code, je réécris. Ben non, parce que comme c'est de l'infrastructure as code, derrière, on est attaché à une infrastructure existante. Donc, une fois qu'on a écrit une code, on peut plus vraiment y toucher. Un peu comme quand on modifie une structure de base de données. Ben, une fois que c'est déployé en prod, la structure, elle est là, et il faut vivre avec et s'adapter. Donc Ouais. voilà, il faut être fait précautionneux. Très bien. Eh ben, écoute, on va te laisser la parole alors. Je ne sais pas si tu as quelque chose à présenter, des slides à présenter ou ton Non, écran. je vais juste mettre du code. On va juste parler code. Je partage ton Ouais, écran Pour alors. les... Juste En me fait, dire, tu vas nous c'est faire quoi, ça, c'est Oui. pas bien, et ça, c'est bien. De quoi? Tu vas nous montrer du ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. C'est la mode de faire ça. Voilà. Donc, tu disais quoi, Oh, Adrien? ben, on va partir de zéro et puis on va écrire du code petit à petit et on va montrer ce qu'on peut faire pour ajouter des choses. Ah, Ouais. génial. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est que tu m'expliques c'est quoi Terraform et pourquoi on l'utilise. Alors, pourquoi on l'utilise? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Terraform, la problématique qu'on a avec Azure ou n'importe quelle plateforme cloud où on a des API pour créer de l'infrastructure, c'est la complexité. Et on va avoir plein d'outils, plein de composants. Je prends Azure, on a des centaines de composants à créer. Et quand on veut créer, même si c'est juste un site web, on va créer pour Azure, on va créer le ressource group dans lequel on va mettre nos ressources. On va créer le service plan où on va mettre notre site web. On va créer le site web. On va créer peut-être des ressources de stockage pour mettre des logs, un application insight pour envoyer des logs depuis l'application, le compte de Log Analytics Workspace vers lequel on va envoyer des logs. Peut-être derrière, il y aura du réseau pour tout brancher. Donc, le réseau, ça veut dire qu'il y aura des subnets. Donc, il y aura peut-être aussi des règles de NSG, de firewall. Donc, voilà, on commence à prendre un truc et on va tirer des petites pelotes et on va se retrouver avec des dizaines de ressources à créer. Et actuellement, on a plusieurs possibilités pour les créer. Sachant que on n'a pas forcément que la prod, on peut avoir notre application dans 3 ou 4 environnements. Donc,
Ah, j'ai oublié, je vais couper Teams. La problématique qu'on va avoir là-dedans, c'est que si je veux créer toutes ces ressources, pour être sûr de les créer proprement, je vais utiliser le portail Azure. Donc le portail Azure, vraiment pratique, hein. Je vais dessus, je vais créer une ressource, C'est petit. je vais créer un ressource groupe, je vais indiquer ma région, je ne vais pas me planter, je vais mettre Ouest Europe, je vais mettre mon nom, et je vais devoir faire ça à chaque fois que je vais faire une ressource. Et donc, à chaque fois que je vais créer une ressource, je vais devoir saisir manuellement plusieurs champs et des fois une bonne dizaine pour pouvoir avoir quelque chose. Et si je dois l'avoir dans plusieurs environnements, ça va être compliqué parce que je vais devoir me rappeler les informations que je vais mettre, le documenter, dire voilà, le nom du ressource groupe, il s'appelle à tel endroit, et je vais commencer à créer ma doc avec tous mes éléments. Et c'est un peu ennuyeux parce que à chaque fois que je vais devoir saisir, manuellement, un humain peut faire une erreur. Et je peux faire une faute d'orthographe, une faute de typo dans un environnement et pas dans un autre. Et mes environnements, ils vont commencer à dériver. Donc on va se dire, c'est pas grave. Je vais pas faire dans le portail, je vais faire par script. Donc le script, c'est bien. Je peux aussi créer mon groupe de mémoire. Je peux le créer aussi avec Macli d'Azure. Donc pareil, je vais lancer mes lignes de commande une par une. Mais si par exemple, je veux changer les tags, parce que je peux créer des tags qui permettent d'indiquer à qui sont associées mes ressources, la personne qui va payer, le type de niveau de sécurité de mon environnement, est-ce que c'est de la production ou pas. À chaque fois que je vais devoir modifier ces tags-là, il va falloir que j'aille lancer la ligne de commande spécifique pour ce tag. Et donc, on se rend compte que ce soit dans le portail ou dans la clim, on est dans un mode qu'on appelle impératif, c'est-à-dire je vais effectuer une commande qui va mettre à jour un état, mais si je veux remodifier l'état pour pouvoir l'adapter, il faut que je relance une autre ligne de commande. Et ce qui fait que dans le temps, en fait, on va passer notre temps à lancer la ligne de commande et nos environnements risquent de dériver parce qu'il faut que je me rappelle que cette ligne de commande, j'ai lancée dans tel environnement, ce n'est pas les mêmes paramètres, il faut que je les lance dans le suivant. Et donc, pareil, je peux peut-être me tromper, la ligne de commande, elle peut générer une erreur et nos environnements, petit à petit, vont dériver. Le but de... Je t'interromps, mais c'est un peu comme si on avait du code, du développement, C#, JavaScript, peu importe, et on va exécuter ce que tu expliques, on va exécuter chaque commande ligne par ligne, et donc il va falloir tester. Est-ce que ma DB existe déjà à ce moment-là? Je ne la crée pas. Si elle n'existe pas, je la crée. Mais en fait, et si elle existe, il faut que je la modifie. Et c'est le même modèle que la base de données, par exemple. Au départ, on est dans la même problématique qu'on avait exposé avec Guy Barrett et après par la solution de Pulumi. Oui, on est exactement sur le même genre d'outil. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire mes opérations qui vont modifier mon infrastructure, je vais décrire mon infrastructure et c'est l'outil qui va faire les opérations d'adaptation pour que l'infrastructure ressemble à ce que je veux. Tu vas décrire ce que tu veux avoir, ton résultat exactement. final. Je veux voilà, je vais avec donner dedans, débrouille-toi pour avoir ce résultat à la fin. Et lui, exactement. Il va faire Exactement. C'est ce qu'on a déjà dans notre monde. On avait ça dans l'infrastructure sur Windows avec PowerShell DSC, pour ceux qui avaient essayé. On a ça dans Visual Studio avec des bases de données SQL Server, avec SQL, avec les projets SQL avec DACPAC. Là, on l'a en infrastructure. Microsoft fournit déjà ça par défaut. Donc, Terraform n'a pas inventé l'infra as code. Chaque fournisseur a son outil. Azure a ce qu'on appelle Azure Resource Manager qui permet de le faire. L'intérêt de Terraform, contrairement à Azure Resource Manager, c'est déjà, ça arrivait bien avant Bicep, donc avec une meilleure lisibilité que le XML que le JSON de Bicep. Et surtout, l'intérêt de Terraform, c'est agnostique du cloud provider ou de l'infrastructure ou des éléments qui sont en dessous. C'est-à-dire que le code que je vais écrire, je vais utiliser le même langage pour créer de la ressource Azure, créer des éléments dans l'Active Directory, déployer des choses dans GCP ou AWS. Donc, ça permet à part les objets qui vont être différents, ça va me permettre de connaître qu'un seul langage de déploiement pour tous ces outils. Et donc, je n'ai pas à me poser la question de c'est quoi la technologie de mon cloud provider. J'ai juste besoin de connaître ces objets, comment les créer. Et je peux très bien avoir un script qui permet de déployer à la fois de l'AWS et de l'Azure, puisque je vais pouvoir les attacher à des providers et chaque provider va aller piocher ce qu'il a besoin et le déployer sur son infrastructure. Donc, c'est vraiment quelque chose. Tu le montreras peut-être, mais j'ai une question. Non, j'ai une question en tête. Est-ce que ton script, en fait, tu vas pouvoir le tester à froid? Mais bon, peut-être que tu vas le montrer, j'en sais rien. Ah, tu peux pas, parce que derrière,
on va voir comment ça fonctionne et c'est difficile de tester à froid un code, mais il y a des choses qu'on peut faire en local pour anticiper. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces outils-là sont reliés en fait derrière, c'est pas magique, hein, à l'API Azure. Donc les opérations. Les trucs. Alors, est-ce que Azure aurait pu fournir un système où, oui, je te fais croire que je l'ai créé, tu vois? Alors, on a ça dans ARM avec le what if, qui permet de dire qu'est-ce qui va se passer si j'avais exécuté ce code-là, mais on ne l'a pas dans Terraform. Mais par contre, Terraform peut nous dire, sans qu'on interroge Azure, et on va le voir parce qu'il y a différentes étapes dans le déploiement d'infrastructure, quand je vais faire un changement, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Qu'est-ce qui a changé dans mon infrastructure par rapport à l'état que je connais, et donc quelles opérations je vais faire par rapport à ce changement-là, pour pouvoir anticiper les opérations. Très bien. Donc déjà, avant de commencer, les premiers problèmes qu'on a quand on travaille avec Terraform, c'est il faut installer les outils. Donc Terraform, on a un exe qui vient de HashiCorp. Terraform a une version comme tout outil. Hein. Terraform. HashiCorp, c'est la société qui fournit Terraform. Ah oui, ok. C'est un projet open source. C'est un projet open source. Ouais. Okay. C'est un projet open source. C'est gratuit alors. C'est gratuit. Peut-être que je suis pas. Le Terraform, le logiciel, la CLI et les providers sont gratuits. Ce qui est payant, c'est les outils que HashiCorp fournit autour de Terraform qui permettent de stocker des états. Mais je vais en revenir dessus. Mais on n'en a pas besoin pour travailler. On peut stocker des états dans Azure et c'est ce qu'on va faire là. Donc Terraform a une version. Hein. Donc moi j'ai la version dans VS Code là j'ai la version 1.7.2 et chaque version de Terraform apporte des fonctionnalités. Et ce qui est important dans une équipe de développement, parce qu'on n'est pas seul sur un projet d'infrastructure, c'est de partager les mêmes outils. Même la ZCLI a des versions. Et pareil, derrière, il faut qu'on puisse avoir des outils cohérents, parce que des fois, on a des versions de la CLI avec des bugs, des fonctionnalités qu'on a besoin qui ne sont pas présentes dans des versions de la CLI antérieures. Donc, c'est important que quand on travaille sur une infra, d'avoir les mêmes éléments. Et ces outils-là, comme on doit les installer sur chaque poste de travail, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Donc, ce qu'on essaye de faire sur mes projets quand je travaille avec de l'infra, c'est de packager tout ça dans un conteneur où dedans, je vais avoir tous les outils dont je vais avoir besoin. Donc, je vais avoir besoin de Terraform. Là, j'ai PowerShell installé, j'ai la ZCLI. Et l'intérêt, c'est que ce conteneur, dans VS Code, je vais pouvoir je l'ai déployé dans Docker et je vais pouvoir m'en servir directement dans VS Code. Je peux même lui indiquer dans VS Code les extensions dont j'ai besoin pour travailler. Donc là, par exemple, je lui ai dit que j'avais besoin des extensions HCL pour travailler sur le langage dans VS Code pour qu'il fasse l'autocomplétion. Et donc, dans mon repo, j'ai tout mon environnement de travail qui est nécessaire pour fonctionner, les CLI, les extensions pour l'autocomplétion, et je peux travailler correctement. Et même si quelqu'un d'autre prend ce repo-là, du moment qu'il a VS Code et les extensions pour travailler dans des conteneurs, il va récupérer tout son environnement sans avoir besoin de mettre à jour son code. Et c'est assez pratique parce que ça arrive d'avoir plusieurs repos pour plusieurs blocs d'infrastructure et avec des fois des modules Terraform qui ne sont pas au même niveau. Et donc, pour être sûr de reprendre où on en était, on va pouvoir avoir des images Docker avec des versions différentes, avec des projets différents, mais ce n'est pas grave. Ça ne force pas les gens à se mettre à jour chaque fois qu'on va récupérer une image Docker qui est un peu ancienne. Donc, de ce point de vue-là, l'environnement conteneurisé est vraiment pratique. Et ça ne change pas notre environnement de travail puisque ces dossiers-là, en fait, ils sont vraiment sur mon disque. Quand je regarde comment ça fonctionne, derrière, je me rends compte que le système a été monté sur mon image qui est dans mon conteneur pour que je puisse y accéder comme si j'étais en local. Donc, de mon point de vue, je fonctionne comme si j'étais sur mon poste, plus les outils dont j'ai besoin. Et ça me permet vraiment de créer des contextes isolés de travail. Donc, de ce point de vue-là, le conteneur, c'est vraiment un environnement vraiment agréable. Et autre avantage aussi, c'est que quand je vais déployer, je vais pouvoir utiliser cette image-là pour pouvoir déployer. C'est-à-dire que dans mon agent de déploiement, qui va lui-même effectuer les opérations de déploiement, je vais avoir besoin de Terraform, peut-être de la ZCLI et d'autres outils de déploiement. Je vais pouvoir lui dire, utilise la même image que moi j'utilise en tant que développeur. Donc comme ça, j'ai exactement l'environnement de travail synchronisé avec l'environnement de déploiement.
Ce qui a toujours été un souci, c'est quand on avait des environnements de build qui étaient un peu disparates parce qu'on devait installer des choses dessus. Là, maintenant, j'ai plus rien besoin d'installer dans mes agents de déploiement puisque c'est moi qui fournis l'image. Il a juste besoin d'accéder à la registrie qui a mon conteneur. Donc, même de ce point de vue-là, on gagne en simplicité et comme ça, sur les agents, tout ce que j'ai besoin d'installer, c'est l'agent Docker pour pouvoir monter l'image. Et c'est supporté sur tous les usines logicielles modernes, Azure DevOps, GitLab et GitHub. Il y aura peut-être légèrement des différences au niveau du paramétrage de l'image pour ces outils, mais le principe reste le même. Donc, on va écrire un petit peu de Terraform. On ne va pas aller très loin en 3/4 d'heure. On va écrire juste le minimum pour qu'on voit les éléments. Ce qui est important déjà dans Terraform, c'est un peu notre structure. C'est qu'il faut savoir, c'est que Terraform travaille par dossier. C'est-à-dire que quand on va l'exécuter, il va prendre tout ce qui est dans un dossier et il va considérer que ce qui est dans le dossier, c'est ce qu'il doit déployer. Donc, comme on va pouvoir travailler dans un dossier, on va pouvoir séparer nos éléments de Terraform dans des fichiers différents. Et l'intérêt, c'est que ces fichiers, si on garde la même nomenclature, on va comprendre ce qu'ils ont dedans, parce que ça peut devenir très gros un projet Terraform. J'en ai certains qui déploient plus de 400 ressources. Ça peut être des fichiers assez importants. L'intérêt de splitter, c'est vraiment, on va donner un but par fichier et on va permettre de plus facilement naviguer dedans. Ça peut prendre du temps si tu fais des déploiements comme ça aussi importants de 300, 400 ressources. Ce qui est pas, c'est pas le nombre qui est important là-dedans, parce qu'une fois que on va voir comment fonctionne Terraform, mais dans le déploiement lui-même, il y a certaines ressources qui peuvent prendre énormément de temps. Par exemple, déployer une Azurbation, ça peut prendre une quinzaine de minutes. Ah ouais, oui. Donc, c'est plus l'exécution. C'est plus les ressources. Exactement. Créer des fois des services plans aussi, ça peut être long, des private endpoints, des bases de données. Enfin, il y a des. S'il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe? Il va s'arrêter. On va voir, il va s'arrêter. Il va s'arrêter là où il a créé. Non, il n'y aura pas de rollback, mais on va voir. On va faire un essai. Ok. Donc déjà, je vais créer un petit fichier Terraform que j'ai appelé provider, qui va contenir en fait les informations que je vais fournir à Terraform pour fonctionner. Donc, je vais lui dire un petit bloc Terraform. Je vais lui dire déjà la version que j'ai besoin minimale pour travailler. Comme ça, je suis sûr que mes développeurs respectent, moi j'ai la 7.2, on va dire qu'on veut ça, respectent ma version minimale. Je sais que ça ne va pas fonctionner si j'ai une version de Terraform en dessous. Ça peut être pratique si on veut figer. Si on utilise des fonctionnalités de la 1.7 par exemple, et qu'on ne veut pas que quelqu'un le lance avec la 1.6 et génère des erreurs. Et ensuite, on va indiquer ce qu'on appelle des providers. Et les providers, ce sont les liens avec nos plateformes. Donc, je vais lui dire, j'ai besoin en required provider pour travailler, j'ai besoin du provider Azure RM. Et c'est des accolades. Et mon provider Azure RM. Donc, je vais juste copier la conf que j'ai récupérée. Je lui ai dit, hop, il s'appelle Azure RM. Son nom, c'est celui-ci. Il est fourni par HashiCorp. Je veux n'importe quelle version du moment que c'est une version 3. Donc, il va pouvoir prendre n'importe quel mineur, mais en restant sur la version majeure 3. Et on a la possibilité aussi, une fois qu'on a dit à Terraform quel provider on a besoin, de fournir du paramétrage. Donc, par exemple, sur le provider Azure RM, donc on voit qu'il y a l'autocomplétion. On va pouvoir lui dire quelques éléments de contexte. On peut lui dire, tu vas travailler sur cet ID de souscription. Je vais mettre mon ID de souscription sur lequel je vais travailler. Et je peux lui indiquer aussi des choses intéressantes qui vont permettre de lui indiquer comment il va se comporter quand il va vouloir démarrer. Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur le provider Azure RM, un des soucis qu'on a souvent, c'est que quand on développe sur une souscription de test, généralement, on a des droits élevés parce on a besoin de faire plein de choses pour travailler. Dans nos environnements de dev, on est généralement très haut, on est au moins contributeur, voire owner des fois. Et donc, on peut faire des opérations qu'on n'a pas forcément le droit de faire en prod. Par exemple, dans Azure, on a ce qu'on appelle les providers
qui permet d'indiquer quelles API Azure on a droit par souscription. Et par défaut, ce que fait le provider Terraform, c'est que quand il démarre, il va essayer d'enregistrer tous les providers, tous les ressources providers dont il a besoin. Et ça, en fait, généralement, quand on déploie en prod, on n'a pas ces droits-là. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que sur mes projets, je lui indique non, tu ne vas pas l'enregistrer. Comme ça, tu vas être tranquille et tu vas. C'est normal que ce n'est pas du JSON que tu es en train de taper. Au début, Non, c'était du JSON. c'est du HCL. C'est un langage créé par Ah ouais, c'est pas du JSON non plus. Ouais, non, ouais, effectivement, il n'y a pas les virgules, etc. Ouais. C'est un langage qui ressemble un peu au JSON, mais il n'y a pas de 2 points. Donc ça va me permettre, on va voir, on va pouvoir faire des choses. Ça me permet c'est un langage de description, tu vas voir, qui est très proche de Bicep. Ok. Moi-même, je dirais plutôt c'est Bicep qui est très propre du HCL, parce que HCL était là avant. Mais c'est un langage qui est fourni par HashiCorp. Il est en open source et qui est utilisé quasiment dans tous les produits HashiCorp. Okay. Donc, on va le retrouver dans tous leurs paramétrages. Si vous avez utilisé Packer pour générer des images, on va retrouver maintenant, avant c'était du JSON, maintenant c'est du HCL. Faut savoir, c'est que tous ces outils-là sont écrits en Go, et si vous voulez écrire vos propres outils autour d'HCL, il y a une bibliothèque, ils fournissent même une bibliothèque en Go pour faire ça. Donc là, je lui ai dit, pour travailler, j'ai besoin de ce provider-là. Donc, je vais avoir un provider Azure. Tu vas travailler dans telle souscription. Tu ne vas pas enregistrer les éléments. Comme ça, quand je vais être en prod, je vais être tranquille. Je peux activer des fonctionnalités supplémentaires. On a pas mal de choses qui permettent de dire, par exemple, sur un ressource group, attention de ne pas le supprimer s'il y a des ressources dedans. Parce qu'on peut avoir des ressources qui sont managées par Terraform, mais comme le ressource group, mais pas les ressources qui sont à l'intérieur. Parce que Terraform ne voit pas tout, il voit juste ce qu'on a à mapper. Donc, on peut mettre des choses comme ça. Il y a des choses aussi intéressantes sur les key vaults, sur les soft delete, pour ne pas perdre de données. Mais donc voilà, en fonction de comment vous voulez vous comporter, comment vous réagissez par rapport à de l'existant, vous pouvez ou pas activer des fonctionnalités ici. Donc, et là, pour avoir cette IntelliSense, cette reconnaissance, tu as dû installer une extension dans VS Code? Ouais, exactement. J'ai installé l'extension Terraform qui est fournie par HashiCorp HCL ici, là, les deux là, qui permet de le faire. Et en fait, elle est automatiquement installée par mon dev conteneur ici. Si je descends, tu les vois ici. Ah oui. Tu vois, HashiCorp Terraform. L'intérêt vraiment du dev conteneur, c'est ça. Donc, j'ai mon environnement et j'ai mes extensions. Comme ça, je suis vraiment autonome dessus. Donc là, j'ai rien dans mon Terraform. Hein. J'ai vraiment que mes ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est que Terraform, quand il va déployer de l'infrastructure, il va avoir besoin de stocker un état. C'est-à-dire, il va dire, voilà, j'ai déjà déployé tel élément, j'ai déployé telle ressource groupe, j'ai déployé tel compte de stockage. Pourquoi? Parce que quand on va faire une modification de Terraform, du script, il ne va pas aller vérifier sur l'infrastructure cible quelle opération il doit faire. Il va d'abord vérifier dans son état. Et donc là, pour l'instant, je lui ai dit quelle ressource provider utiliser, mais je ne lui ai pas dit où est-ce qu'il va aller stocker son état. Et l'état, en fait, c'est un fichier. Et donc, pour l'instant, je vais le mettre dans un fichier local. Donc, je lui dis que. C'est un JSON. On va voir, oui, c'est un JSON. Je vais dire, on va le stocker dans un fichier qui s'appelle Terraform State, qui va être stocké ici. Ça veut dire que les plus ardus seraient capables de dire non, tu l'as fait. Enfin, bref, de trafiquer ce fichier-là. Ouais, mais en fait, moi, ce qui m'importe, en fait, comme tu dis, tu l'as fait, moi, j'ai regardé plutôt l'activity log de Azure pour savoir qui fait quoi. Plutôt que. J'ai une question con quand même, excuse-moi, mais je la pose quand même. Vas-y. Le script, il est exécuté dans Azure, tu le pousses d'abord sur Azure et il est exécuté là-bas. Et en fait, moi, je lance en local. Ouais. Comment Azure? Il est exécuté où ton script? Là, il est sur mon poste. Non, mais quand tu vas vraiment le déployer. Ah, je vais le mettre dans un agent de déploiement de mon usine logicielle. D'accord. Et c'est l'agent qui va lancer le script Terraform pour faire le boulot. Donc là, j'ai juste initialisé Terraform dans ce dossier-là. Je vais synchroniser. Il a créé des dossiers temporaires. Il a téléchargé le provider Azure RM. Il a stocké l'état ici temporairement. Et je vais pouvoir lui dire, dis-moi ce que tu vas faire maintenant pour déployer cette infrastructure. Donc en fait, on n'a rien. Hein. Il va me dire, il n'y a pas de changement, puisque j'ai rien écrit techniquement.
Pour l'instant, j'ai juste déployé, j'ai juste dit, tu vas travailler dans Azure. Donc, je vais rajouter un autre projet. Je vais rajouter un nouveau fichier. Je vais dire main.tf. Et je vais dire, je vais créer une ressource de type Azure RM ressource group. Hop, on va l'appeler démo. Et pour pouvoir déployer cette ressource-là dans mon projet. Je vais pouvoir lui donner un nom. C'est le nom de ma ressource. Alors j'ai démo dev apps. Et démo, c'était quoi alors, si c'est pas le nom? Ça, c'est le nom de la ressource dans Terraform. On va voir. Okay. C'est comment je la retrouve dans Terraform. Dans Terraform. Son ID. Exact. Ouais, c'est son ID. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à rien, par exemple, de mettre démo ressource group. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que pour identifier cette ressource, je vais pouvoir utiliser, ça va être un mélange de ça, suivi de ça. Donc, en fait, je vais avoir un doublon. Ils sont déjà classés. Ouais. Et ils sont déjà classés. Donc, je vais plutôt lui mettre juste son nom. Mm-hmm. Généralement, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on a un seul ressource group dans tout le projet, pour éviter de lui donner un nom qui va dire mon projet, on va l'appeler vis, puisque c'est ce projet-là, et on va mettre tout dedans. Comme ça, on n'a pas d'ambiguïté, on sait qu'on travaille sur ce ressource groupe-là. Mais si on en a plusieurs, on va les nommer par leur usage. Par exemple, si je veux mettre une appli et que je vais mettre le front dedans, je vais l'appeler comme ça. Quand tu mets Tétis, c'est pas un mot-clé réservé, c'est juste non, c'est vraiment une chaîne. Par convention, quoi. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a besoin de mettre, par défaut, on a des valeurs obligatoires. Alors, là, je vais relancer le Terraform plein. Il va me dire, il va avoir des erreurs. Et là, il fait à chaque fois une connexion au serveur, à ton serveur Azure pour vérifier. Pas encore. Déjà, il va regarder la syntaxe. Ok. Mais si la syntaxe est bonne, comme c'était le cas tout à l'heure pour dire il n'y a pas de modif, là, il a fait effectivement un accès à Azure et il a récupéré des infos. Exactement. Et là, il me dit, par exemple, ce champ-là, j'ai besoin de la location. Donc, en gros, où est-ce que je vais le mettre, dans quelle région je vais le mettre. Donc, je vais pouvoir le mettre Ouest Europe. Sinon, je ne peux pas créer la ressource, parce que c'est localisé. Et je suppose que si la location n'est pas la correcte ou quoi, il va te le dire aussi. Exactement. Et donc là, il fait la connexion. Là, et en même temps, il va regarder ce qu'il doit faire. Là, il dit, voilà, j'ai ça à ajouter. Donc, c'est vraiment prêt. Là, donc, si je la crée, je peux lui dire Terraform apply. Donc, à chaque fois que je vais faire un plan, il va me dire ce qu'il a ajouté, ce qu'il a changé, ce qu'il a à détruire. Ouais, mais donc ce que demandait Christophe tout à l'heure, est-ce qu'on peut pré-tester, évaluer avant? On peut quand même le faire de cette manière-là, en quelque sorte. Exactement. Tu peux demander, tant que tu fais pas le apply, ça va pas être envoyé au serveur. Exactement. Tu peux dire, je vais faire un apply, un plan, et s'il y a des destroy, par exemple, je vais casser mon pipe, je vais arrêter, tu vois. C'est pas normal que j'ai pas à faire des ou s'il y a des changes, je vais pas mettre à jour ma prod. Si j'ai des added, peut-être que je peux permettre de mettre à jour ma prod en live. Ouais. Donc là, je retourne sur ma souscription. Et là, j'ai mon ressource group qui a été créé. Ouais. Et si on va dans ses properties, on voit bien qu'elle a été créée en West Europe. Donc ça, c'est sympa. Mais imaginons que ma ressource, mon environnement, là, j'ai mis en dur ma location. Si ça ne m'intéresse pas, moi, je veux pouvoir avoir la possibilité de choisir où est-ce que je vais mettre ma location ou dans quel environnement je vais le mettre. Je vais avoir besoin de créer ce qu'on appelle des variables qui vont être un peu des inputs de mon script pour pouvoir identifier où est-ce que mes données vont venir. Donc, on a la possibilité de créer des variables en Terraform. On va pouvoir lui indiquer des types. On peut lui indiquer aussi des default values. On peut dire que c'est West Europe. Et je vais créer une autre variable. Je vais l'appeler variable environnement. Hop. Type égale string. On va mettre default, on va mettre dev par exemple. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dedans, je puisse avoir que certains types de données. Je sais que mes mots-clés pour mes environnements, c'est dev ou prod par exemple. Et j'ai pas envie qu'on puisse rentrer n'importe quelle valeur dedans.
puisque derrière c'est un champ libre, donc je vais être un peu embêté. Donc j'ai la possibilité en Terraform de mettre des conditions sur mes variables et lui dire attention, l'environnement, ça doit être que dans ce bloc-là. Je peux pas, comment dire, prendre n'importe quelle valeur. Donc si on sort de ça, le script va échouer à initialisation. Donc maintenant, ces variables-là, je peux les utiliser. Hein. Je peux faire var.location. Et automatiquement, si je veux créer la même ressource dans une autre souscription ou ailleurs, bah, j'ai juste à changer la location ici et toutes mes ressources qui sont mappées cette valeur-là vont changer. Est-ce que tu peux mettre des valeurs par défaut? Là, je l'ai mis. Là, j'ai mis une valeur par défaut. J'ai mis West Europe. Ouais. Ce qui fait que si je fais mon Terraform plan, il va rien me dire. Hein, parce que en fait, j'ai pas vraiment techniquement changé la donnée. Je lui dis d'aller chercher la valeur dans la variable. Mais en fait, la variable, c'est la même valeur, donc il va rien faire. Mais je peux lui dire var location égale. Là, tu peux changer les variables lors de Ouais. l'exécution. Quoi. Ouais. North Europe, je crois que c'est ça la syntaxe. C'est où c'est moins var, je me rappelle jamais. Enfin, c'est faisable, quoi. Faut juste avoir la bonne syntaxe pour ça, mais ouais. Bon, ça a l'air de passer. Ouais, ah non. Donc voilà, là il me dit attention, la ressource elle va être remplacée. Pourquoi? Parce que la location a changé et je peux pas changer la valeur sans détruire la ressource. Donc il va me dire j'ai une ressource à ajouter et une ressource à détruire. Il y a quand même l'intelligence de dire ça, tu sais pas faire une migration, il faut absolument. Oui, parce qu'en fait, le provider Azure RM qui est dans Terraform, qui est au-dessus de l'API, a une certaine compréhension de l'API sous-jacente. Il sait, parce qu'il a été codé comme ça, que certains champs, je ne peux pas juste changer la valeur, je suis obligé de détruire et recréer la ressource. Et donc, ce provider a besoin d'un temps de développement pour intégrer de nouveaux champs. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit décalage entre des fois on a des gros décalages, entre des fonctionnalités qui sont présentes dans l'API Azure, qui sont fournies, et le provider Terraform. Donc, ce n'est pas parce que la fonctionnalité est sortie dans Azure qu'elle est tout de suite disponible dans Terraform. Donc, il y a des fois un décalage. Par exemple, moi, je travaille sur un projet en Cosmos DB avec une fonctionnalité de clé de partition hiérarchique. La dernière fois que j'ai regardé, il y a 3 semaines à moi, elle n'était pas disponible dans Terraform. Donc, j'étais obligé de créer mes conteneurs différemment. Donc, voilà, faire bien attention à ça. Ce n'est pas parce que c'est dans Azure que c'est dans Terraform, que dans le provider Terraform. Et pareil, on n'a pas tout ce qui est preview, généralement, ils ne sont pas dans le provider. Donc, il faut faire bien attention à ça. Donc, ma ressource, on va la laisser là. Et on va essayer aussi de mettre son nom dans le nom de l'environnement, dans le nom de ma ressource. Comme ça, si je veux déployer deux environnements dans le même repo, je peux le faire. Donc, pour cela, on va retourner ici. On va lui dire que le nom, on va appeler la fonction format. On va l'appeler rg demo dev apps %s et on va le mettre var.environnement. Et donc là, je vais enlever ça. Comme ça, on va rester dans West Europe. Il va quand même dire qu'il y a un changement parce que j'ai changé le nom. Ouais, il doit le détruire et le recréer aussi. Exactement. Exactement. Et donc là, il me dit que le nom a changé. Maintenant, il s'appelle dev, donc le nom jeu ressources. Moi, un conseil que j'ai quand on crée quand on a beaucoup de ressources, c'est que ça peut devenir un peu illisible de lire les noms de ressources quand on en a beaucoup dans le même fichier. Si on commence à mettre des formatages partout dans les noms, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien déclarer un bloc local ici et lui dire rg vis rg name égale, et je mets mon nom ici. Et là, je vais mettre local vis rg name. Ah oui, tu peux créer local, c'est local au fichier. Voilà, c'est local au fichier, c'est même local à Terraform. C'est local pour tout. L'intérêt, c'est que maintenant, je vais créer un compte de stockage vis sto name
et je vais l'appeler ici format STO dev apps pourcentage S, parce que j'ai pas les mêmes règles de nommage pour les comptes de stockage. Je peux pas mettre de tirets, je peux pas mettre de choses un peu compliquées. Mais l'intérêt, c'est que j'ai qu'un seul bloc au début de mon fichier qui contient tous les noms de variables. Et donc, si votre client dit attention, la règle de nommage, c'est pas ça, il faut la changer, ben, vous avez juste à la changer ici. Et vous n'avez pas à parcourir tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ouais. Et ça peut être compliqué s'ils sont partout. Et c'est plus simple à relier là. Par exemple, je vais créer un Azure RM Storage Account. Hop, on va l'appeler Demo Store Demo. On va dire name égale local.storage account name. On va lui créer des paramètres supplémentaires dont j'ai besoin. Hop. On va récupérer la location ici. Le nom du compte du ressource groupe là, je peux très bien dire maintenant local.rgname, puisque c'est là-dedans où il est. Et donc les paramètres par défaut dont on a besoin pour créer un don stockage. Et là, hop, alors juste avant, je vais appliquer, je vais faire un apply. Et juste avant, je vais le mettre dans un état bien particulier pour la suite. Comment tu connais toutes ces commandes? Je veux dire, tout ça est mis dans la doc, je suppose, c'est ça? Ouais, les commandes qu'on va utiliser le plus souvent, c'est on va le faire sans, on va pas en avoir besoin. On va le faire comme ça. Les commandes qu'on utilise le plus souvent, on a Terraform init qui permet d'initialiser l'environnement de travail pour Terraform. Terraform plan qui va fournir l'environnement il va initialiser le plan pour lui indiquer, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Là, il nous dit qu'il y a deux choses à ajouter. Donc, un compte de stockage et le ressource route qui va être remplacé. Je vais lui dire yes. Normalement, il va avoir une erreur là, mais on va voir pourquoi. Ensuite, donc la Terraform apply qui va l'appliquer. On a aussi généralement le Terraform destroy qui permet de détruire un projet, c'est-à-dire détruire l'ensemble de mon infrastructure du projet là. Et on a des petites fonctionnalités. Aussi à côté qui peuvent être intéressantes. Comme je vais lui dire, cette ressource-là, elle n'a pas été touchée, mais tu vas quand même la détruire, mais la recréer. Parce que des fois, on a besoin de réinitialiser quelque chose et parce qu'il y a des décalages. Et les gros problèmes qu'on peut avoir avec Terraform, c'est ce qu'on appelle le drift. C'est-à-dire que moi, je vais travailler dans Terraform, mais ça arrive que des fois, les API Azure évoluent. Il y a des paramètres en plus qui apparaissent et qui ne sont pas encore gérés bien par Terraform parce qu'il ne le connaît pas encore ou alors qu'ils le connaissent dans les versions d'après. Donc, il y a des valeurs par défaut qu'on doit devenir explicites. Ou alors des valeurs qu'on a dû changer en prod à la main parce qu'on n'avait pas le choix. Et donc, on appelle ça le drift, donc le décalage entre le réel et le plan. Et on a des fonctionnalités qui permettent de resynchroniser notre état, avec le réel. Ouais. OK. Donc là, qu'est-ce qu'il a passé? Il y a une erreur. Une question avant, parce qu'il y a une question dans le chat à ce niveau-là. On demande, donc Terraform ici, on est d'accord, enfin j'ai l'impression aussi, que ça ne fonctionne qu'avec un environnement cloud. Donc par exemple, tu as un hébergement OVH par exemple, ou un Windows Server, tu ne sais pas configurer de la même manière. Alors c'est pas fait pour configurer l'intérieur d'une machine. On va plutôt aller sur des outils comme Ansible. C'est plutôt pour déployer des infrastructures. Donc du cloud. Oui, des infrastructures qui sont derrière des API. C'est ça, d'accord, ouais. Ça. Il faut des API derrière pour piloter. En fait, techniquement, on pourrait utiliser Terraform pour mettre à jour la configuration d'une application du moment que le fournisseur fournit un moyen d'exposer les données de l'application compréhensibles en HL. Il faut vraiment voir ça comme... Il n'y a pas de provider, par exemple. Ici, on parle de Windows Server, mais tu as un Windows Server et un serveur web IIS. Non, il n'y a pas de truc. Il faudrait quelque chose comme PowerShell DSC qui permettrait d'écrire en HL. Mais ça, il n'y en a pas. Mais par exemple, il y a des fournisseurs d'applications, d'outils qui fournissent des providers Terraform. Je sais que chez un client, on utilise Zscaler
il fournit une API Terraform pour travailler. J'ai déjà vu des choses sur des IPAM, des firewalls. Leur conf de l'application, elle est exposée en Terraform, mais en fait, au lieu d'aller sur le portail ou lancer des scripts, on va la mettre en déclaratif. Et toujours, l'intérêt du déclaratif, c'est que c'est auditable facilement. C'est-à-dire que là, je vois ce qui est déployé. Si je fais un changement, ça apparaît dans mon source control. Donc peut-être, à la limite, on parle ici d'OVH, peut-être qu'OVH propose ce genre de choses. Oui, ils en ont un, je crois. Ils en ont un. Ils ont un provider pour... Oui. Ah ouais. Il y en a un chez OVH et il y en a même un pour Azure DevOps. Ouais. Oui, parce qu'il suffit juste d'exposer les données. Ouais, non, pour revenir sur la démo, là, en fait, il y a eu un problème. Et c'est quelque chose d'assez courant. Si on ne fait pas attention, il nous dit attention, j'ai pas pu créer mon compte de stockage. Pourquoi? Parce que le resource group n'est pas trouvé. Alors on se dit c'est bizarre parce que moi je l'ai bien déclaré, le resource group il est bien là. C'est que en fait Terraform, par défaut, lui, il va déployer de l'infrastructure, il sait qu'il y a deux choses, il n'a pas la notion de. Il ne comprend pas la précédence, il ne comprend pas que cette ligne-là est dépendante d'ici, parce que je lui dis d'utiliser le nom du resource group, mais mon nom du resource group, il vient d'une variable locale. Il n'a aucun lien avec ça. Donc là où il faut faire attention avec Terraform, c'est lui expliciter les dépendances qu'il ne peut pas deviner pour lui. Donc en fait, ici, au lieu d'utiliser la variable locale, j'aurais dû lui dire, tu vas utiliser le nom du resource group. Donc le nom du resource group d'ici. Et donc il aura compris, Terraform, que pour pouvoir créer ce compte de stockage, le resource group, il devrait déjà exister. C'est là qu'il fait les dépendances. Exactement, c'est comme ça qu'il fait les dépendances, en liant les ressources entre elles. Sinon, il y aurait eu moyen de lui dire crée-moi d'abord la ressource group avant de l'utiliser. Ouais, après, on a la possibilité, si on n'a pas des liens qu'on peut créer, c'est lui indiquer avec un bloc dependZone des ressources, des liens explicites entre les ressources. Ouais. Parce que des fois, ça arrive d'avoir des objets qui sont côte à côte, mais Azure a besoin d'une précédence. Et on ne peut pas expliquer la précédence par du passage de paramètres ou de liens entre eux. Donc on est obligé de l'order. Je sais pas. En fait, l'order, il le fait par les dépendances. Que comme ça, d'accord, ok. Exactement. Et l'intérêt, c'est que en fait, Terraform, il est capable de faire plusieurs choses en parallèle. C'est-à-dire que comme il a son ordre de dépendance, il est capable de déployer plusieurs morceaux d'infra en même temps. Et ça peut. Et donc, avec ses dépendances, il est capable de déployer des choses qui peuvent être rapides à côté de choses qui sont lentes, puisque les choses, il les fait en parallèle. Et on peut gérer ce niveau de parallélisme. Donc là, je vais refaire un apply. Donc là, il recalcule l'état. Enfin, il faut quand même bien connaître le fournisseur pour faire Terraform. Et ça a exactement compris. C'est-à-dire que le plus dur dans Terraform, c'est pas le langage. C'est de comprendre en face qui tourne. Exactement. Et on en revient toujours à la même chose. Si tu connais pas ton cloud provider, même si tu connais Terraform, tu peux pas faire. C'est-à-dire qu'avant de commencer à faire ton Terraform, il faut que tu saches ce que tu veux déployer. Clairement. Terraform, il va juste apporter la lisibilité et la syntaxe. La souris à la main. Exactement. C'est-à-dire que si tu connais déjà ton cloud provider, utiliser Terraform, c'est rapide. Si tu ne sais pas quoi déployer, ça ne sert à rien. Apprends déjà ton cloud provider, passe tes certifs, déploie peut-être à la main dans le portail avec autre chose, mais tant que tu ne sais pas quoi déployer, tu vas faire n'importe quoi. Mais c'est plus aussi pour des plus gros, j'ai l'impression, des plus gros projets, non? C'est-à-dire, allez, moi j'ai un serveur web pour héberger ici les podcasts, je ne me vois pas commencer à utiliser Terraform, ou tu verrais un intérêt quand même? L'intérêt, c'est que ta conf, elle est, comme je dis, déployer un site web, des fois, si tu veux changer la conf, de .NET, ta chaîne de connexion, elle change. Tu veux changer certains paramétrages, tu es bien content d'avoir ton template, et quand tu veux le reproduire sur un autre environnement, tu changes juste la location et ton variable. Ouais, mais je ne fais pas ça tous les jours, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais toi, tu le ferais quand même? Quand tu fais des petits projets, un bête petit site, une seule ressource, tu passes quand même par j'ai rarement une seule ressource parce que quand on a des templates de projets déjà tout fait, c'est assez rapide plutôt que d'aller dans le portail. Tu sais déjà que tu as une structure qui fonctionne. Ouais, en fait, après, tu te fais plein d'outils et puis tu connais tous tes scripts. Enfin, tu sais ce que tu vas gérer, quoi. C'est pratique, en fait. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le state, puisqu'on a déployé des ressources. Donc ça, c'est ce qu'il a créé. Ouais, ça, c'est ce qu'il a stocké en mémoire. Il a dit, voilà, moi, j'ai créé tous ces objets-là. Et quand tu vas faire des changements, je vais m'adapter, je vais recomparer par rapport à ça.
Ah ouais, c'est pas si petit que ça. Vache. Donc ça, c'est ce qui. Et ça, ce JSON-là, là, il est en local sur mon poste. Mais en fait, Terraform destroy, je vais le détruire. Je vais tout détruire. Comme ça, j'ai plus rien sur mon environnement. Ça, moi, je vais en avoir besoin si je veux redéployer à côté. Puisque quand je vais redéployer, il va d'abord comparer à l'état. Donc, si quelqu'un d'autre de mon équipe prend ce repo-là, qu'il n'a pas le fichier state du dernier state, ben, c'est mort. Il ne va pas pouvoir déployer. Ou alors, Terraform va lui dire, c'est comme s'il n'y avait rien. Il ne se connecte pas au serveur pour vérifier? Ben, en fait, là, pour l'instant, mon state, il est en local. C'est pour ça que maintenant, la bonne pratique, c'est d'avoir un state qui est partagé. Le state en local, c'est bien pour faire ses propres tests, pour travailler pour soi. Mais en Ouais. fait, on ne va jamais travailler avec un state local. On va toujours travailler avec un state distant. Ouais, mais moi, je pensais qu'à chaque fois que tu exécutais la commande, apply, qu'il se connectait au serveur Azure, qu'il récupérait l'état d'Azure. Parce qu'imagine, tu fais un changement d'une autre manière qu'utilisant Terraform. Tu le fais à la C'est main. le drift. Il va le faire, mais il va d'abord comparer par. On va avoir 3 éléments quand on va mettre un déploiement. On va avoir le script en cours, Ouais. le dernier état déployé et l'état réel. Putain. Ok, Et donc, en fait, le dernier état déployé, ça, on l'a en mémoire, c'est dans notre state. C'est ça. Le script courant, c'est ce qu'on veut. Et l'état réel, c'est sur quoi on va mettre à jour. Et Terraform, et donc le drift, c'est quoi? C'est quand l'état déployé est différent de l'état réel. Et donc, on a la possibilité de faire de Terraform, tu vas synchroniser ton état par rapport à l'état réel pour pouvoir réinterpréter le drift. Mais ça veut dire des fois, il faut aussi le mettre à jour dans notre script. Parce que par exemple, si je rajoute un tag dans la prod et que je déploie, ben, le Terraform il va dire ah ben ça a drifté, mais bon, je vais le détruire parce que moi je l'ai pas le tag dans ta conf. Ouais. En gros, travailler avec Terraform à plusieurs, c'est pas un peu chiant quand même? Non, parce qu'en fait, là, le backend, là où il stocke l'état, je vais pas l'avoir dans mon. Je vais pas l'avoir, comment dire, dans mon. Dans ton local, tu l'auras sur le serveur, partagé avec tout Exactement. le monde. Exactement. Je vais le stocker dans Azure, dans un compte de stockage. D'accord. Je vais stocker dans un compte de stockage où je ne vais pas avoir besoin de le récupérer. Et l'intérêt aussi, c'est que le compte de stockage, je vais avoir des locks. Et les locks vont me permettre de me dire, bah, s'il y a quelqu'un qui est en cours de déploiement sur l'état, bah, je ne vais pas déployer. Parce que si, quand Terraform va déployer, il va mettre un lock dessus. Et donc, il va m'empêcher de aussi déployer en même temps parce que comment dire, les fichiers state est locké. C'est quoi? Donc, je peux lui dire ici. Tu peux expliquer un peu plus de mettre des locks à des déploiements? En fait, ça, c'est une ressource, c'est une fonctionnalité spécifique de. Est-ce que j'ai un state? D'Azure? Je vais revenir dessus. Je vais utiliser ce compte de stockage ici pour stocker mon état. Donc, pour l'instant, il est vierge. J'ai un conteneur dedans qui s'appelle TestState. Je n'ai pas d'éléments. Et je vais lui indiquer de le mettre. Je vais lui dire de le mettre à l'intérieur. Donc, je vais lui dire. Alors, le backend Azure RM. Hop. Azure, ah oui, c'est pour ça, RM. Donc, je vais lui dire le conteneur name, donc c'est tf state. Resource group name égale mon compte de rg tf state. F state. Storage account name. Hop. Ici. Et donc, normalement, j'ai besoin juste de lui dire aussi, access, non, pas besoin d'access key, souscription ID, il faut que je lui dise la souscription dans laquelle travailler. En gros, je lui dis, voilà, tu vas pointer vraiment à cet endroit-là, quoi. Hop. Blob key. Demo.state. De mémoire, c'est ces champs-là qu'il faut mettre. On va voir ça. Il faut pratiquer quand même tous les jours, non? Ouais. Ici, vu que tu ne mets pas d'access key ou quoi, c'est parce que tu es connecté en local avec Azure Exactement. CLI. Exactement. Qu'est-ce qu'ils me disent? Le compte spécifique. Ah oui, c'est TF State, il n'existe pas. Exactement. Il va utiliser il utilise Terraform, il utilise l'Azure CLI pour s'authentifier. Et généralement, on fait ça. On va se loguer avec le
Azure CLI. Dans notre déploiement, on va se loguer avec une manage identité ou un service principal. Et on va utiliser l'identité de la Azure CLI pour pouvoir travailler avec Terraform. Il va récupérer le token pour pouvoir le faire. Là, je vais retourner ici. Là, il me dit qu'il y a 2 choses à faire. Je vais faire un apply. Hop. Voilà. Là, il a créé le state par défaut qui est vierge. Edit. On va le fichier, il est vide. Il a dit voilà, ça a été généré par telle version de Terraform. Intervalue, on va dire yes. On va déployer. Et là, on voit quand on va sur l'état ici, il y a sur la colonne lise, donc c'est le log qu'on a sur les fichiers, il est marqué lise, ça veut dire que quelqu'un a pris la main sur le fichier et donc je ne peux pas l'écraser. Et c'est ce qui va permettre, c'est une sorte de verrou que va poser le client Terraform pour dire je suis en train de mettre à jour l'état, donc personne d'autre peut le faire à ma place. Et donc ça évite que 2 personnes déploient en même temps sur Terraform, avec Terraform avec le même état. Et donc là, maintenant, quand je vais dessus, quand je vais l'éditer, ben, je retrouve tout ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire nos éléments, les différents éléments, le storage account, etc. Il y a une question qui est posée. Qu'est-ce qui se passe si, par erreur, le test state est supprimé? On ne supprime pas le test state, sinon c'est la cata. Imagine. C'est la cata. Ça fait chier, voilà. Ça fait chier. Alors, on a la possibilité de reconstruire le state. Ben voilà. On a 2 possibilités. On a ce qu'on appelle Terraform Import. C'est intéressant. Donc, si tu peux dire reconstruis le TSS selon ce qui a été fait, c'est balèze quand même. On peut lui dire, on lui donne un ID Terraform. Donc, un ID Terraform, c'est-à-dire un nom de ressource du type Azure Resource Group.vis. Et on lui met en face l'ID de la ressource Azure. Et il va lui dire, donc, cette ressource-là, elle est mappée sur telle ressource Azure. Et il va reconstruire le state petit à petit. Ça sert aussi pour d'autres états. Par exemple, vous avez déjà une infrastructure qui est créée, mais pas avec Terraform. Vous voulez la reprendre en main avec Terraform pour pouvoir la faire évoluer. Recrée-moi le script Terraform, tu vas me dire? Non. Il ne va pas écrire le script, mais il va prendre ton script, il va pouvoir le lier à l'infrastructure existante. Tu vois, il va retrouver le lien avec l'existant. Et alors, on a aussi la possibilité de mettre des blocs d'import pour le mettre explicitement dedans, pour ne pas avoir à taper des lignes de commande, et il va le faire à l'exécution. Et ça, c'est vachement plus sympa à faire. Je te vois écrire plein de code, tout ça. OpenAI, peu importe, Copilot, il sait t'aider parfois pour des scripts Terraform? Il y arrive, ouais. Il comprend à peu près ce qu'on veut, ouais. Ça marche bien. D'accord, cool. Ça marche bien. Bon. Donc les dépendants, j'en ai parlé. Les providers, j'en ai parlé. Les variables aussi. Après, je voulais vous parler aussi d'un outil qui est assez sympa quand on travaille avec Terraform. C'est-à-dire que là, j'ai quand même lancé pas mal de lignes de commande. Je vous ai dit, chaque fois que je veux créer un nouveau plan et que je vais déployer dans notre environnement, je suis obligé de passer des variables ici. Pour le apply, pareil, si je pourrais récupérer le plan et l'exécuter, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à configurer à chaque fois. Mon état, il est décrit dans mon bloc Terraform. Je ne peux pas trop le variabiliser, je ne peux pas vraiment le sortir et lui dire que il est spécifique à cet environnement-là, mais je vais peut-être l'utiliser dans un autre environnement. Donc, c'est un peu ennuyeux de l'avoir dedans. Donc, on va avoir un autre outil qui va nous aider pour travailler avec Terraform qui s'appelle TerraGrunt. C'est un outil open source qui va nous permettre un peu d'exporter certains éléments de la conf de Terraform et de pouvoir créer des environnements plus simplement. Donc, je vais créer un nouveau folder, je vais l'appeler dev. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier qui s'appelle terragrunt.hcl. Et je vais passer quelques éléments.
Donc, je vais récupérer la conf Terraform. Donc, je vais dire que la conf Terraform, elle est dans Azure. Je vais pouvoir la retirer du script ici. Je vais juste dire que c'est Azure RM. Ça m'évite de spécifier le back-end, l'environnement du back-end dedans. Je vais lui indiquer où se trouve mon projet. Terraform. Source. Il se retrouve dans ce dossier-là. Et je vais pouvoir lui mettre maintenant input. Je vais faire environnement égale dev, c'est ce qu'on avait dit. Location égale West Europe. Et ça me permet en fait de gérer les variables directement à ce niveau-là, dans un fichier qui reste plus lisible que la ligne de commande ou les fichiers TF-var que fournit Terraform qui sont vraiment de la clé valeur. Et ça me permet d'accéder à tous ces éléments-là à un seul endroit. Donc si je vais aller dans le dossier, TerraGrunt, c'est des devs. Je ne vais pas appeler Terraform directement, je vais appeler TerraGrunt qui va appeler Terraform, qui va intégrer tout ça. Inputs, il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Input égal, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, si je comprends bien, tu passes par un outil qui va venir en gros compléter. Se mettre au-dessus de Terraform. C'est ça. Et il fait j'exagère, mais des replays de tout ce qui est dans Terraform par ce qui se trouve dans ce fichier de config. Exactement. Et l'intérêt aussi, c'est que maintenant, quand je vais déployer sur un autre environnement que par exemple la prod, je n'ai pas besoin de passer d'autre chose. Je vais créer un dossier. Je vais voilà, copie. Je vais l'appeler prod. Ah oui. Et ici, je vais supprimer ça parce que c'est pas bon. Je vais l'appeler ici. Hop, je vais l'appeler prod. Et je vais la mettre dans North Europe. C'est dommage que Terraform ne propose pas ce genre de choses en ce moment. Alors, on a ce qu'on appelle les workspaces, mais c'est pas aussi évolué. J'ai pas la notion, j'ai pas la possibilité de stocker certaines informations. On a d'autres fonctionnalités de Terraform qui sont assez intéressantes aussi. C'est la possibilité d'avoir des chemins relatifs sur les états. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir créer un Terraform, ici, pouvoir variabiliser le chemin de l'état par rapport à mon dossier qui est là. Donc, si j'ai un autre Terra, je pourrais créer un new file terragrant.hl. Ici. Et l'état va être variabilisé par rapport à cette hiérarchie. Et donc, en fait, mon état ne va pas se retrouver ni dans dev, ni à la racine de... Si je retourne sur mon projet, ici. Stock container. Voilà. Il ne va pas se retrouver à la racine ici. Il va se retrouver dans un dossier dev et dans un dossier prod, et qui va être lié au nom du dossier que je vais avoir dans mon arborescence ici. Et donc, je n'ai pas besoin de me soucier de créer les states ou les stocker. C'est TerraGrunt par rapport à son chemin relatif, par rapport à un fichier TerraGrunt Pricing, qui va permettre de faire le lien entre tout ça. Et ça permet vraiment de simplifier la structure et la maintenance des states. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans un repo plusieurs environnements avec des states différents. Et je n'ai pas besoin de dire à chaque fois, c'est exactement ça. Je veux créer un nouvel environnement, je copie-colle l'environnement qui m'intéresse, je change les valeurs et je les récupère pour faire autre chose. J'ai même la possibilité de lui dire, je vais créer un fichier, par exemple, pour la prod, file config.yml. Je vais lui mettre ma variable environnement prod.
dans mon TerraGrunt ici, je vais pouvoir lui dire récupère-moi ce fichier YAML. Et dans mon environnement, je vais pouvoir lui dire tu vas utiliser l'environnement qui vient de mon fichier YAML. Et donc, je peux stocker dans YAML des listes, des tables de hachage, des objets structurés. Et donc, mettre à jour un environnement, à la fin, c'est plus toucher au Terraform, c'est toucher à mon paramétrage qui est dans mon fichier YAML. Ouais. Et donc, je rassemble tous mes changements d'état là-dedans. Et donc, pour auditer les évolutions, bah, s'il n'y a rien qui bouge, je vais regarder comment ma conf change. Et donc, au niveau pull request, quand je vais éditer, comparer l'ancien état avec le nouveau que je veux, c'est quand même plus simple que de lire les propriétés que je veux changer que de lire tout un ensemble de scripts Terraform qui peut devenir un peu illisible dans le temps, parce que ça peut être gros. On a une question dans le chat. Ouais. Est-ce que Terraform gère les ressources web, mais gère-t-il aussi les ressources mobiles, genre déployer une application sur le store iOS? Après, il faut que le store iOS gère ça. Il faut voir, c'est plutôt Terraform, c'est plus pour du control plane, c'est-à-dire du paramétrage. C'est-à-dire si on doit déployer une version d'une application, c'est pas vraiment le boulot de Terraform parce que chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle version, c'est comme si on rajoutait des fichiers dans le compte de stockage. Il faudrait que chaque fois que je stocke dans mon Terraform toutes les autres versions des fichiers. Il ne faut pas que je les enlève parce que sinon il va les effacer. Donc c'est plus pour du control plane, donc du paramétrage, que du data plane, c'est-à-dire les données que je vais mettre dedans. Donc le but c'est de faire évoluer dans le temps, mais pas de rajouter des choses comme des fichiers, des lignes dans une base de données, ça n'a pas de sens. On va plutôt, si on devait faire l'équivalent de base de données, on stockerait le schéma des tables, des vues et des procédures stockées, mais on ne stockerait pas les lignes de la base. Donc vraiment, on séparait vraiment le truc. On est vraiment très control plane avec Terraform. Ouais, c'est vraiment adapté et utilisé pour du cloud et pour des environnements de ce type-là, quoi, des ressources. Voilà. Il faut qu'on puisse paramétrer notre environnement avec des API. Parce que derrière, en fait, Terraform peut les appeler le reste. Dernière question. Le fichier Terraform avec l'infrastructure, elle commence à grandir de plus en plus. À chaque fois que tu vas faire évoluer ton projet ou en tout cas, tu as besoin de ressources, comment est-ce que tu viendrais, d'un point de vue best practice, venir faire ta découpe de projet aussi? Alors, ce qui va se passer, c'est que quand le fichier va grossir, on va commencer à avoir dans le même fichier Terraform des blocs fonctionnels. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser les fonctionnalités des modules Terraform. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rassembler des morceaux d'infrastructure qui fonctionnent ensemble. Les modules Terraform, ça va permettre de, par exemple, un site web, comme tu disais, Denis. C'est un ressource group, un site web, un service plan, peut-être un compte stockage, un app insight, un log analytics workspace, peut-être des règles de disponibilité, des health checks sur l'application. Tout ça, tu peux en faire un module site web et en fait déployer ce projet-là avec les paramètres. Tu vas mettre quelques paramètres qui permettent de dire ce site web-là, c'est comme ça que je le paramètre, par exemple son URL HTTPS, l'URL public, le type de plan que tu veux mettre, le nom du ressource group dans lequel tu veux travailler et par exemple la région Azure. C'est avec ça, cette paramètre, tu crées un module qui a que ces paramètres-là en entrée. Et donc, comme une ressource à Terraform, tu vas appeler le module. Et il va gérer l'ensemble. Et donc, quand on a ces blocs fonctionnels qui apparaissent, on a la possibilité de déplacer ça dans des modules. Et on a la possibilité de dire à Terraform, les noms des ressources, comme maintenant elles sont dans le module, elles ont changé. La ressource qui était là, qui avait tel nom, elle a changé, elle a le nom qui contient le nom du module, comme un namespace finalement. Et donc, elle a été déplacée. C'est comme ça qu'on fait évoluer. Les erreurs qu'on voit souvent, c'est que les gens qui vont commencer à faire du Terraform, ils vont déjà commencer à faire des modules. Et en fait, on va avoir des modules qui ne sont pas du tout fonctionnels. Ils vont juste wrapper 2-3 ressources. Et le problème des modules comme ça, c'est que si on fait ça, on va avoir des modules qui sont techniques, avec énormément de paramètres. Chaque fois qu'on va rajouter quelque chose dedans, on va rajouter des paramètres à l'extérieur qui auraient pu être appelés directement sur la ressource en elle-même. Et c'est immaintenable. Le but d'un ressource, c'est que ce soit un but. Et derrière, comme un package NuGet, on le fournit. Même limite, on fournit des tests pour vérifier qu'il est bien ce qu'il faut. Il y a des versions, mais on doit aussi garantir de la compatibilité ascendante. Et le problématique qu'on a souvent dans les entreprises, c'est que les gens font des modules, mais il n'y a aucune compatibilité ascendante. C'est-à-dire que la version d'après n'est pas compatible avec l'ancienne. Donc, moi, j'avais vu ça sur un projet. Ils avaient fait un module machine virtuelle, c'était cool.
Il manquait un paramètre pour les machines Linux. Ils l'ont rajouté, ben, ça pétait toutes les autres versions sous Windows. Parce que c'était pas pris en charge. Donc en fait, on était bloqué dans notre version du module, on pouvait pas évoluer. Et en fait, on se retrouvait avec des versions du module qui dérivaient et c'était infernal. Donc voilà, un module, oui, c'est comme du code. Ouais. On écrit dans un même projet. Quand on commence à avoir des blocs trop gros, on les sort, on refactor. Mais voilà, on fait pas, on a ce qu'il faut maintenant pour le faire simplement. On ne va pas d'abord découper avant d'en avoir besoin. Ok, bah, ça me paraît très bien tout ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points. Christophe, Adrien, je vois pas d'autres commentaires ou de questions dans le chat. Non. Ça va, ben, en tout cas, un grand merci Michel. Je pense que c'est très intéressant. On va voir un peu. Il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs que j'ai pas eu le temps de montrer qui sont des choses qu'on retrouve dans des outils de code comme tout ce qui est formateur automatique pour formater le code. Donc des tests des linters aussi pour vérifier que qu'on respecte des best practices. Des best practices Terraform, on en trouve des tonnes. Terraform en fournit. Microsoft en fournit aussi. Il suffit de chercher dans Azure, j'ai plus le nom, c'est... tu pourras peut-être donner quelques liens et on va les mettre dans les notes de je les mettrai dedans, ouais. Et en fait, Microsoft fournit des modules Azure qui permettent de déployer Azure avec Terraform. Et en fait, il fournit plein de best practices sur Bicep aussi et sur Terraform et à respecter. Ouais. Et donc, c'est vraiment sympa de fournir une base. Donc voilà, si Microsoft fait ça dans les modules Terraform, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il vaudrait mieux les respecter aussi. Ok, bah ça sera le mot de la fin. On va regarder tout ça un peu plus en détail après si on veut vraiment creuser, mais c'est très intéressant en tout cas. On arrive, je le disais, tout doucement au bout de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, mettez-nous des commentaires et on regarde ça pour le prochain épisode aussi. Merci beaucoup, merci, à bientôt Michel, salut. À bientôt. Salut.